Bonsoir, merci pour votre présence à cette nouvelle rencontre qui a lieu dans le cadre du cycle Un livre des collections de la BULAC, la Bibliothèque des langues et civilisations. Ce cycle est axé autour de la publication d'un ouvrage et de l'écho qu'il peut trouver dans les collections de la bibliothèque. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Mahdi Abdeljawad et Pierre Ageron pour vos deux ouvrages consacrés au travail de Soliman Hariri, né à Tunis en 1824. Mahdi Abdeljawad, vous êtes membre de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts. Quant à vous, Pierre Ageron, vous êtes docteur en mathématiques et maître de conférences à l'Université de Caen-Normandie. Je laisserai à Augustin Jaumier, qui a accepté de nous accompagner ce soir, le soin de présenter plus en détail vos deux parcours. Augustin Jaumier, vous êtes historien du Maghreb moderne et contemporain et maître de conférences au département des études arabes de l'INALCO. J'ajoute que la figure de Soliman Hariri ne vous est pas inconnue puisque vous êtes notamment spécialiste du travail de René Basset, qui fut l'élève de Soliman Hariri. À ce titre, vous avez publié aux éditions de l'EHESS et en collaboration avec deux autres chercheurs, l'ouvrage « L'orientalisme en train de se faire, une enquête collective sur les études orientales dans l'Algérie coloniale ». Pour tous ceux qui aimeraient en apprendre plus sur cette période et René Basset, nous vous invitons à venir découvrir la prochaine exposition de la BULAC à partir du 5 janvier 2026. Le lien qui unit la BULAC et les deux ouvrages de Mahdi Abdeljawad et Pierre Ageron est plus qu'évident. En effet, vous avez tous les deux travaillé à partir d'archives de Soliman Hariri conservées à la BULAC, un fonds unique composé de manuscrits et d'imprimés. Un temps oublié, le parcours de Soliman Hariri est pourtant remarquable. Traducteur et nommé en 1871 parmi les 4 premiers répétiteurs de l'École des langues orientales vivantes, il a su faire le lien entre sciences européennes et arabes. Mahdi Abdeljawad et Pierre Ageron, vous avez choisi de travailler à la fois sur sa vie et sur son œuvre, notamment de traducteur, et c'est ce travail de recherche qui a abouti aux deux ouvrages que vous nous présentez ce soir. Au nom de toute l'équipe de la BULAC, je tiens à nouveau à vous remercier tous les trois très chaleureusement pour votre présence. Je cède la parole à nos invités. Merci beaucoup, merci Anne-Claire, merci à toutes et à tous pour votre présence. Anne-Claire a dit l'essentiel, mais voilà, je suis très heureux de modérer cette rencontre ce soir autour d'un personnage très intriguant, très fascinant, et sur lequel vous menez depuis quelques années déjà une enquête, donc à partir des archives de la BULAC. Anne-Claire l'a dit, hein, donc vous êtes tous les deux mathématiciens et historiens des sciences, et vous travaillez ensemble depuis pas mal d'années à la publication, à la redécouverte du patrimoine savant arabe et notamment tunisien. C'est dans ce cadre que vous êtes tombé sur la figure de Soliman Hariri et notamment donc sur les archives et les manuscrits et la collection de manuscrits donc de ce zétounien, de ce lettré musulman de Tunis qui joue un rôle important de transmetteur entre des savoirs et des langues entre les deux rives de la Méditerranée, entre les années 1840 et la fin des années 1870. Donc Mahdi, tu parleras en premier pour présenter le parcours de Soliman Hariri, et toi Pierre ensuite tu présenteras donc un certain nombre d'œuvres, de manuscrits de Hariri. C'est ça, si j'ai bien compris. Et du coup, ça correspond à peu près aux deux volumes que vous avez publiés, donc de cet ouvrage publié par la Bibliothèque nationale de Tunisie qu'évoquait Anne-Claire. Écoute, je vais pas vous manger votre temps et on aura le plaisir de discuter ensuite. La parole est à toi, Mahdi. Merci beaucoup. Je tiens à remercier évidemment la BULAC pour cette invitation, mais surtout pour toute l'aide que les responsables de la bibliothèque a donnée à deux chercheurs qui ont découvert un personnage, et grâce à la bonne volonté, grâce à la disponibilité de plusieurs personnes que je nommerai pas, mais vous les reconnaîtrez, nous avons pu
pendant 4 ans, venir et consulter les manuscrits un après l'autre, les photographier, etc. Donc, j'entre directement dans le sujet. Je vais parler de la bibliographie de Slimane Harayi en insistant sur un certain nombre de points qui pourraient servir de point de départ de nouvelles recherches si parmi vous il y a des volontaires. Le Slimane Harayi le point de départ, évidemment, de mon travail et celui de Pierre, ce sont les 2 livres qui ont été cités. Donc, le premier, on l'a appelé « L'intellectuel tunisien libéré ». Je commence à voir. Et le second, on l'a appelé Al-Kunz al-Mansi, c'est-à-dire le trésor oublié et redécouvert, évidemment. Alors, c'est dans l'autre sens. Alors, mes sources en particulier pour obtenir la biographie de Slimane Harayi sont assez nombreuses. Et nous avons été obligés de bien les étudier et bien regarder ce qui ne va pas dans ces sources-là, ce qui est correct, ce qui est exagéré, etc. La source principale, le point de départ de la connaissance de Slimane Harayi dans le monde francophone, c'est une biographie qui a été publiée dans la nouvelle biographie générale par François Hofer, en 1858. Et ça veut dire 2 ans après l'arrivée de Slimane Harayi à Paris. Cette date veut dire que Slimane Harayi était déjà très vite connu en France pour qu'on lui consacre une biographie personnelle. J'utiliserai aussi d'autres biographes entre 1858 et aujourd'hui, ainsi que, et c'est ça qui est ce que nous avons fait en particulier, c'est chercher des informations précises que lui-même a données sur lui-même. C'est très rare, mais quand même, on en a trouvé quelques-unes. C'est toujours l'autre sens. Alors, les grandes étapes de la biographie des biographes de Slimane Harayi. Slimane Harayi a donc été présenté par Léon Roche en 1858. Mais on a une deuxième version de sa vie qui a été publiée en 1913 par Philippe de Tarrazi, qui est l'historien de la presse arabe au monde. Donc, parmi les journalistes, il a fait une biographie de Slimane Harayi. Elle est intrigante parce que c'est lui qui parle des relations entre Slimane Harayi et le bey. C'est lui qui dit que Slimane Harayi a été un secrétaire principal chez le bey de Tunis, Ahmed Bey, en 1840. Je garde l'information, on y reviendra. Le troisième cité, vous voyez qu'entre 1913 et 1972, il y a 50 ans qui sont passés, et on voit apparaître une très très belle biographie de Slimane Harayi par un Taïeb Annabi, qui est un journaliste intellectuel tunisien, qui en 72 écrit une très belle épître, si vous voulez, sur la biographie de Slimane Harayi, dans lequel il montre qu'il a fait énormément de recherches. Et on a découvert qu'en fait, il est venu à Paris, c'est un bilingue, c'est un sadiquien, il sort de l'école bilingue, et il connaît parfaitement l'arabe, il connaît parfaitement le français. Il est venu à Paris, il a habité dans la turne de son fils, qui était élève médecin à Paris, et il est allé tous les jours, m'a dit son fils, tous les jours à la Bibliothèque nationale pour voir les informations sur Slimane Harayi, et il a écrit Les Annabi ne sont pas des inconnus en Tunisie. Lui-même, il est le fils et le petit-fils de 2 cheikhs
de la Zitouna, donc grand professeur de la Zitouna. Et il se trouve que son grand-père a publié une copie d'un livre que Slimane Harari lui-même a découvert, un livre arabe qu'il a découvert et qu'il a publié, Khaled al-Uqban. Donc, Khaled al-Uqban. Slimane Harari, il avait découvert et imprimé. Le Cheikh al-Annabi reprend ce livre-là et le republie. Mot à mot, c'est exactement les mêmes choses, le même texte, etc. Mais il fait une introduction. Et dans l'introduction, il attaque Slimane Harari. Il dit que c'est un agnostique, en fait, qu'il est un traître et qu'il a été apostasié. Donc c'est vraiment une attaque extrêmement dure. Son petit-fils, Taïb al-Annabi, réfute cherche des informations très précises dans les travaux de Slimane Harari et il réfute cette information, disant non, ce n'est pas un apostat, non, ce n'est pas un traître, etc. Et donc il donne énormément de preuves, etc. On voit qu'il est venu en France et qu'il a étudié les textes avec beaucoup de sérieux. J'ai mis en rouge la biographie de Hassan Hosni Abdelouaheb parce que Hassan Hosni Abdelouaheb reprend non pas la biographie de Taïb al-Annabi, mais celle de son grand-père. Et donc attaque d'une manière extrêmement dure. Non seulement il dit qu'il n'est pas qu'il est traître, mais qu'il est même un Algérien et qu'il est venu dans la valise de l'abbé Bourgade. Parce que son nom, Hariri, c'est en fait Jazairi. C'est les deux points. Le Ha devient J et le Ra devient Z. Jazairi. Et donc, c'est un Algérien. Et il est venu dans la valise de l'abbé Bourgade pour travailler, pour aider l'abbé Bourgade dans ses efforts de... Et le 2005, il y a une nouvelle biographie qui paraît, qui est moderne, qui reprend celle de Taïb al-Annabi, mais qui s'intéresse aux fatwas. Slimane Harari a été un auteur de fatwas, donc de décisions juridiques, et Caro publie toutes les fatwas et fait une très belle biographie de Slimane Harari, mais totalement inspirée de Taïb al-Annabi. Le Mansouf Chaibi fait la même chose, mais en français. Daniel Newman, Alain Msaoudi et Hans Debusch, eux sont des auteurs français ou anglais et ils travaillent sur les archives européennes et françaises. Et donc, les biographies des trois derniers sont modernes et il y a énormément d'informations tirées des affaires étrangères. Et des documents français. Alors, le jeune Harari, il est né à Tunis en 1824, donc il est né à Tunis. Cette information a été rejetée par ses ennemis. Ses ennemis, on en a parlé à l'atelier, c'est le rédacteur en chef d'une revue Al-Jawaib, qui est une revue arabe d'Istanbul, de Constantinople, et qui est pro-sultan ottoman, alors que Harari est rédacteur en chef de Borgis Beriz, qui est la première revue arabe de Paris, qui est pro-française. Et donc, les deux bagarres politiques se sont transformées en insultes, et en particulier, El Jawaeb a publié une biographie de Slimane Harari complètement fantastique. Il a inventé des choses qui sont totalement fausses, et je n'entre pas dans les détails, mais elles sont reprises par Tahar Ben Achour, ils sont reprises par le Cheikh Aneb, ils sont reprises par un certain nombre de cheikhs de la Zitouna par la suite. NBJ, donc la biographie officielle, dit que dès l'âge de 15 ans, il enseigne les sciences à la Grande Mosquée de Tunis.
Et Philippe de Tarazi dit qu'il a été chef des secrétaires du B à 16 ans. Pierre et moi, on a essayé de chercher toutes les informations. On est allé aux archives tunisiennes. Il n'y a aucune trace de Slimane El-Harari comme secrétaire du B ou comme enseignant. J'ai regardé en particulier les registres de paiement des secrétaires et il n'y en a pas. Il n'y a pas son nom. Son nom n'apparaît nulle part. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Nous interprétons l'information que dès l'âge de 15 ans, il enseigne les sciences à la Grande Mosquée. Nous l'interprétons comme étant, il a dû être un tuteur de ses camarades. Il devait être très intelligent, très fort, et que son maître a dû lui demander de tutorer. On a retrouvé ça, les tuteurs existent en Égypte, aussi dans la Grande Mosquée au Caire, et donc c'est possible. En 42, il rencontre l'abbé Bourgade, et cette rencontre va être décisive pour sa carrière, pour sa vie. Ils deviennent amis, et ils ne se quitteront plus jusqu'à la mort de l'abbé Bourgade en 66. Slimane El-Harari apprend le français grâce au père l'abbé Bourgade, et l'abbé Bourgade apprend l'arabe grâce à Slimane El-Harari. Il y a une différence d'un. N'oublions pas que Slimane El-Harari est né en 24, il avait Bourgade en 1806, il y a quand même 15 ans de différence, c'est assez important. C'est un jeune homme brillant visiblement, qui est en train d'étudier à la Zitouna, qui est un élève de la Zitouna, qui a 16 ans, en 42 il a 16 ans, et il rencontre ce monsieur-là qui est très fort, qui connaît plein de choses, et ils deviennent amis. L'abbé Bourgade crée l'abbé Bourgade je ne sais plus où j'en suis. C'est à droite. L'abbé Bourgade crée le collège Saint-Louis. Le collège Saint-Louis, c'est le premier collège français de Tunis. Et on y enseigne l'arabe, le français et l'italien. On y enseigne les sciences modernes. On y enseigne la littérature française. C'est un collège à la manière des collèges de France. Et l'abbé Bourgade charge Slimane El-Harari à enseigner l'arabe dans ce collège. Mais on apprend, grâce au fonds El-Harari de la Bulac, on découvre que Slimane El-Harari a appris la grammaire au collège, c'est-à-dire qu'il enseignait l'arabe d'un côté et il apprenait le français de l'autre côté, mais d'une manière formelle. Donc la grammaire, et non seulement il apprend la grammaire, mais on a découvert que les journaux de Paris ont annoncé qu'il a eu des prix d'excellence en grammaire, prix d'excellence en langue française, moniteur dans le Moniteur universel en 1945, et le prix d'excellence en analyse grammaticale en 1946. Et il n'apprend pas que la grammaire, on voit aussi qu'il apprend la cosmographie. Et son intérêt pour la cosmographie arabe, nous l'avons découvert dans les manuscrits qu'on a trouvés au fond Harari. Il a recopié beaucoup de manuscrits de cosmographie arabe et d'astrologie arabe. Donc, il s'intéressait déjà dès son jeune âge, dès avant 45, 46, s'intéressait beaucoup à ces matières-là. Et lorsqu'il a découvert qu'il y a un cours de cosmographie, il y est allé, il a suivi 2 ans et il a eu 2 prix de cosmographie. Les images que vous montrez, ce sont des facsimilés des prix qu'il a reçus. Alors, quelles étaient ses relations avec le consulat général ? On sait, d'après les archives du consulat, qu'il le dit lui-même d'ailleurs, j'ai fait pratiquer à 7 interprètes français et 2 élèves consuls et à messieurs les colonels Marcadel et Léon la langue arabe. Il leur a appris la langue arabe, en tout cas il leur a perfectionné la
l'usage de la langue arabe. Donc il a aidé les drogmanes et les officiers français à améliorer leur langue arabe. Ceci dès 1844. On a aussi découvert dans le fonds Harari qu'il a commencé une chronique dans laquelle il raconte un certain nombre de faits qui ont eu lieu à Tunis. Dans la chronique, la formation la plus importante qui nous a vraiment intéressés, c'est qu'il annonce la mort de sa mère. Sa mère, et il nous donne le nom de sa mère. Ma mère, Mouna bint Ali al-Sharif. Et il dit, elle est morte le jeudi, et son enterrement a eu lieu le lendemain vendredi 21, et elle a été enterrée au Gedlez, au grand cimetière El Gedlez. Alors, pourquoi c'est très important? C'est le mot al-Sharif qui nous a intrigués. Al-Sharif, ça veut dire qu'il est descendant du prophète. Et on a découvert qu'il avait fait des recherches à la mort de sa mère. Il a fait des recherches pour savoir si on pouvait hériter du titre honorable de descendant du prophète en héritant de la mère et non pas du père automatiquement, mais de la mère. Et là, on a retrouvé un manuscrit complet dans lequel l'auteur démontre qu'en islam, on peut hériter de la mère le titre noble de shérif. Et donc, on voit apparaître ce titre dans la première épître qu'il a écrite, dont je parlerai dans 2 secondes. Son nom apparaît en entier et il apparaît avec Mohammed Ben Ali al-Harari al-Sharif. Donc le shérif, il l'intègre à son nom. Slimane Harari a été nommé en 1948 juriste au consulat général de France à Tunis. Nous avons découvert à la bibliothèque de la Boulac un document qui ne le prouve pas, mais qui est un brouillon du texte officiel de nomination. C'est un brouillon qui a été certainement recopié par Slimane Harari, parce qu'on ne pense pas que le consul Marchesco aurait fait les fautes qu'on voit apparaître dans le manuscrit, mais le texte dit très clairement que nous avons décidé que M. Soliman Ben Ali al-Hariri, dans le texte, al-Hariri, devienne depuis aujourd'hui l'un des supérieurs de notre consulat, fait à Tunis le 25 juillet 1848. Donc, on sait maintenant, d'une manière officielle, que 18 juillet 48, il est devenu juriste chargé des affaires musulmanes au consulat général de France, c'est-à-dire essentiellement des affaires qui font intervenir les Algériens musulmans et peut-être quelques Tunisiens. Alors, nous avons à nouveau découvert quelque chose qui est très intrigant. Je vous avais dit que le Cheikh An-Nabi avait attaqué Harari en se basant sur une information. L'information, nous l'avons découverte, et c'est son petit-fils qui nous a indiqué. Il s'agit en fait d'un registre que les notaires de Tunis, dans lequel ils doivent inscrire leur signature qui est là-haut, ils doivent la faire valider. À partir de ce moment-là, tous les actes notariaux portant son nom doivent aussi porter la signature. C'est un peu comme maintenant, quoi. C'est un sceau, c'est le sceau du notaire. Et donc, nous avons l'An-Nabi nous dit qu'il a vu le registre, il l'a vu, et il a vu que dans ce registre, il y avait la signature de Slimane Harari, son nom total, complet, et il a vu qu'il y avait quelqu'un qui avait ajouté une remarque, et il a dit, c'est le fils d'un vendeur de beignets, Rakir Fima, il appartenait à la maison des Français, Slimane Harari appartenait
à la maison des Français et éprouvé une grande inclination pour eux. Il a voyagé au pays des chrétiens, donc il est parti. J'ai appris qu'il y a renié sa foi, que Dieu nous en préserve évidemment, et qu'il a contesté la religion de l'islam par des propos empreints d'impiété, que Dieu nous en protège. Donc, c'est dans le registre. J'ai cherché le registre. À la Bibliothèque nationale et aux archives tunisiennes, je ne l'ai plus trouvé. Il n'existe pas. Le registre. Mais il y a un collègue qui s'appelle Monsouf Chaibi qui a écrit une biographie en français de Slimane Harari. Et nous avons découvert, en regardant la couverture, que, vous voyez, là, c'est dans la couverture du livre. Je suis allé voir Monsouf Chaibi, je lui ai demandé, tu sais ce que c'est que ça? Il dit non, je ne sais pas. En fait, Monsouf Chaibi est un cousin d'An-Nabi. Et il a rencontré An-Nabi, et il a fait sa thèse sur les intellectuels tunisiens du 19e siècle, et il a rencontré An-Nabi qui a dû lui montrer et il a photographié la signature. C'est tout. Et donc, la seule trace du registre des signatures est là. Juste dans cette couverture-là. Donc, voilà, beaucoup de recherches, beaucoup de surprises. L'épître sur le choléra, Slimane Harari a écrit, il y a eu le choléra en Tunisie en 49, fin 49, début 50, et Slimane Harari, son premier écrit, c'est une épître sur le choléra. Il la signe évidemment Souleymane Ben Ali El-Harari Al-Sharif. Il donne des conseils pour éviter d'attraper le choléra et pour se soigner du choléra. C'est un texte médical de prévention. C'est le premier texte imprimé sur l'imprimerie introduite, la lithographie introduite par l'abbé Bourgade au Collège de France. On en a montré des exemplaires à l'atelier. Et la chance qu'on a eue, c'est que en 2024, après la publication de nos livres, on a découvert qu'à la bibliothèque Sainte-Geneviève, la lithographie de la lettre existait à Sainte-Geneviève, à la réserve de Sainte-Geneviève. Je vous montre le début. Il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et puis il y a le début de la texte. Le Harari en a parlé 10 ans après l'avoir publié, donc en 58, il en a parlé au moment où il y a eu le choléra à nouveau, une autre crise de choléra. Il a écrit un article dans Burgis Beris sur le choléra, et il dit « J'ai écrit une épître sur le choléra quand j'étais à Tunis, et voilà ce que j'ai mis ». Il écrit la première partie de l'épître, il la met en entier dans son journal, et il dit, la semaine prochaine, je mettrai la deuxième partie. La deuxième partie, ce sont les médicaments et quels sont les soins à faire. La deuxième, mais on ne retrouve pas. La deuxième partie, en fait, il dit, je ne vais pas reprendre mon épître parce qu'il y a de nouveaux médicaments aujourd'hui. Je vais me donner des nouvelles instructions et de nouvelles recommandations. Donc, on connaissait le début, on ne connaissait pas la fin, et grâce à l'épître sur le choléra découverte à Sainte-Geneviève, maintenant nous avons en main l'épître en entier. Alors, que dit Slimane Harari de lui-même? Il dit, pendant de longues années, j'ai étudié à la grande mosquée la syntaxe, la sémantique, la rhétorique, la logique, la jurisprudence hanafite, les principes de la jurisprudence, la théologie rationnelle, etc. Ce n'est qu'après avoir épuisé les connaissances arabes que j'ai recouru aux ouvrages français. Je suis entré en relation avec les Français et j'ai appris leur langue. J'ai commencé à traduire en l'année 1848 beaucoup de leurs ouvrages sur la grammaire, la géographie, l'histoire, l'arithmétique, la géométrie, la médecine, etc. Mon dessein n'est pas ici de tirer vanité de mes études, mais de m'en appuyer auprès des Arabes pour les engager à écouter ma parole dans leur propre pur intérêt. Il
nous avons trouvé au fond Harari de la Boulac un autre texte qui est dans l'introduction d'un livre dont parlera peut-être Pierre. C'est un des livres qu'il a traduit, un livre de chimie et de géométrie pratique. Et dans l'introduction, il dit la chose suivante: « Et Dieu, source de grâce et de bienveillance, m'a accordé la facilité de pénétrer les secrets des sciences mathématiques par la voie de la démonstration, après m'y être consacré depuis mes années d'enfance. » Et donc, il reconnaît qu'il a fait des mathématiques dans son enfance, il reconnaît qu'il a étudié sérieusement, il a fait des démonstrations, donc de la géométrie automatiquement, et donc ce sont deux informations importantes qu'il donne lui de lui-même et qu'on n'a trouvé que dans les fonds de la Boulac, cette information-là. Il m'a également permis d'apprendre la langue française et de consulter les ouvrages dans ces disciplines. Donc l'intérêt, il connaissait les choses et il l'a encore amélioré en travaillant. Alors, en 56, il part en France. Il part en France, on sait à peu près pourquoi. D'abord, le bey, Ahmed Bey, qui est très francophile, meurt. Et son cousin, Mohammed Bey, lui succède. Mohammed Bey, c'est le contraire d'Ahmed Bey. Il ferme l'armée, il met en prison les amis d'Ahmed Bey, etc. C'est un changement complet. Le 1er juillet, donc très vite, le Bey décide la réduction drastique du nombre de notaires de Tunis. On pouvait devenir notaire à Tunis dès qu'on sortait de cycle secondaire, l'équivalent d'un cycle secondaire de la grande mosquée. Lorsqu'on sortait, on avait le diplôme du cycle secondaire, on pouvait immédiatement trouver un notaire qui vous acceptait comme assistant, et 3 ou 4 ans après, on pouvait demander au cadi, à l'émir des notaires, d'ouvrir sa propre officine de notariat. Mais il y en avait 4000 à Tunis, 4000 notaires à Tunis. Et le Bey, Mohammed Bey, a décidé qu'il n'y en aurait plus que 200. Et il a demandé à une commission de Chir de Tunis de ramener Slimane Harari saute, il perd sa charge de notaire. On pense, d'après les gens de l'époque, on pense que malgré l'intervention du consul, on ne lui ont pas laissé devenir notaire, ils lui ont fait perdre sa charge parce que il a refusé un certain nombre d'injonctions que les nouveaux notaires devaient émettre, en particulier le fameux chapeau de turc là, avec qui tourne comme ça, qui monte là-haut. Il y avait un signe distinctif d'un notaire. Or, lui, il s'habillait à l'européenne. Slimane Harari s'habillait enfin, et il refusait de s'habiller à Et il reçoit, avant de partir à Paris, il reçoit une lettre de recommandation de Léon Roche, qui est le consul. On nous a dit de lire les textes, on le lit. Donc, certificat donné par l'honorable Monsieur Roche, consul général de France, chargé d'affaires à Tunis, orientaliste distingué. Nous, sous-signés, consul général chargé d'affaires de France à Tunis, certifions que le CID, entre parenthèses, monsieur, Soliman al-Harari a exercé pendant 11 ans les fonctions de secrétaire arabe près de ce consulat général. Nos honorables prédécesseurs ont constaté, comme nous le constatons nous-mêmes, que Sid Suleiman, aussi recommandable par l'honorabilité de son caractère que par l'étendue et la variété de ses connaissances, a rendu d'utiles services à notre consulat, qu'il a contribué au développement de l'instruction arabe des interprètes attachés à cette mission, et que son dévouement et son assiduité n'ont jamais fait défaut au chef et aux employés de la légation. En foi de quoi nous lui avons délivré ce présent certificat fait à Tunis le 27 juin 1856. Donc on sait qu'il était à Tunis le 27 juin 1956. On sait qu'il va être à Paris un peu plus tard, mais on ne connaît pas la date du voyage. On n'a pas trouvé le passeport qui permettait qu'il parte en France. Les moments marquants de sa vie à Paris,
sont d'abord l'installation à Paris en 56. Il part à Paris tout seul, hein, sans l'abbé Bourgade, qui reste à Tunis. Mais l'abbé Bourgade a beaucoup de problèmes. Peut-être Pierre en parlera tout à l'heure. Mais il quitte Tunis en 58 et s'installe en France à nouveau en 58. En 59, l'abbé Bourgade crée avec Slimane Harari et avec un autre personnage arabe de Paris, libanais de Paris, Rochaïd Dahdah, il crée le premier journal arabe de Paris, qu'ils appellent l'Aigle de Paris, Bergis Beris. Et le premier numéro sort le 24 juin 59. Le 21 mai 66, l'abbé Bourgade décède et le journal s'arrête. La France, les autorités françaises, le ministère de l'Intérieur, refusent que quelqu'un continue à... Et malgré le soutien du ministre des Affaires étrangères français, le ministère de l'Intérieur refuse que Slimane Harari crée un nouveau journal pour remplacer l'ancien. On a tous les documents, nous les avons, et sont dans notre livre. Alors, en 69, Slimane Harari est autorisé enfin à établir son domicile à Paris. Vous savez que pour prendre la naturalisation française, il faut d'abord obtenir une domiciliation en France. Il l'obtient qu'en 69. Et en 61, entre-temps, il y a la Révolution. Et en 60, il y a l'empereur saute. Et en 71, il obtient le poste de répétiteur au Langzhou. En 76, il est hospitalisé à Paris. Et en 77, il meurt. Voilà donc les grandes étapes. Il faut pas trop tarder. D'accord. Donc, les grandes tâches qu'il fait, c'est publier la traduction de la grammaire de Lomont. C'est son premier livre, il le publie très vite. Et il s'intègre rapidement dans le cercle des orientalistes français. Il entre à la société asiatique, il entre à la société orientale algérienne et coloniale française. Il est membre fondateur de la société d'ethnographie américaine sociale orientale et il assiste à des enterrements de grandes personnalités orientales. Et son nom est cité dans les journaux. Il est donc connu et comme un sidi important. Et là, c'est un tout petit document qui est extrêmement intéressant que nous avons découvert. Il a quand même des problèmes financiers. Et ce qui est très surprenant, c'est que il reçoit de l'aide de l'abbé Bourgade. Et moi, je pensais que l'abbé Bourgade le faisait par amitié. Mais en fait, non, l'abbé Bourgade a demandé un gage. Et ce sont les livres qu'il avait ramenés de Paris, de Tunis. Les livres qu'il avait ramenés de Tunis ont servi en gage pour tous les prêts que l'abbé Bourgade lui avait fait. C'était une somme de 3 940 francs, ce qui est beaucoup. Et l'abbé Bourgade, c'est un abbé pauvre, il n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a demandé à son associé, qui est le comte Rochaïd Dahdah, qui est le bâtisseur de la ville de Dinard, c'est ça? En France, c'est donc un comte libanais très riche qui avait beaucoup d'argent et qui a accepté de donner de la créance de l'abbé Bourgade. Et a décidé de vendre les livres, de les vendre aux enchères. Ce qui n'a pas du tout plu à Slimane Harari et à l'abbé Bourgade, et ils ont demandé à un juge, et c'est ça qui est extraordinaire, ils ont demandé à un juge de trancher. Le juge a tranché, il a décidé que la vente aux enchères aurait lieu le 25 au 29 juin 60, comme le demandaient Slimane Harari et l'abbé Bourgade. Il y a eu un magnifique catalogue d'une belle collection, on l'a montré tout à l'heure pendant l'atelier, de la belle collection de manuscrits, et on a pu trouver la concordance entre les livres, les 400 livres, ou un certain nombre de livres que Slimane Harari avait à Tunis, dont il avait fait un catalogue, et les livres qui sont dans le catalogue de la vente
de la collection vendue aux enchères. Beaucoup de ces livres ont été achetés par la BNF et beaucoup ont été achetés par l'École des Langues et on les retrouve encore aujourd'hui dans ces deux fonds. La bagarre, il n'y avait pas de bagarre, en fait, c'est un problème financier, ils ont réglé, visiblement, ils ont réglé ensemble, ils ont continué à travailler dans le journal. En 61, Soliman Haraï devient rédacteur en chef. En 66, l'abbé Bourgade meurt et le même mois, le lendemain, en fait, 2 jours après, est publié le dernier journal. Slimane Haraï bougeait beaucoup, il est allé dans 4 lieux. Ce qui m'a intéressé, ce qui a attiré notre attention, c'est son premier logement. Nous avons découvert au fond ici de la Boulac un reçu signé par Madame Dumas et son fils Victor de prestations qu'ils lui ont données pour loger chez elle en fait. Et ce qui est très important, c'est la date. C'était daté de août 56. Donc on sait qu'entre le 26 juin et août, il est arrivé. Et elle dit 15 jours. Donc en fait, quand elle a donné le reçu, c'était 15 jours avant, donc il est arrivé en juillet à Paris. Le reste, ce sont des informations intéressantes, mais Mounsouf Chebi m'a dit qu'il a visité toutes les demeures où Slimane Haraï a été. Et qu'il a trouvé des belles choses, mais bon, nous ne sommes pas allés. À la mort de l'abbé Bourgade, la situation de Slimane Haraï a été extrêmement précaire. Biagis le journal cesse d'être publié, il n'a plus d'argent, il n'a plus de revenus, alors il fait de petits métiers, les petits boulots, on a trouvé des traces dans le front Haraï, les cours particuliers au neveu du Premier ministre tunisien, des cours particuliers à l'ambassadeur de Perse, on a trouvé aussi, la préparation de l'exposition universelle de Paris avec un petit fascicule qu'il a traduit et qui a été publié, l'exposition universelle de Paris de 1867. Des travaux de catalogage de lots de manuscrits arabes pour le ministère de la Défense, de l'armée. Et on a vu qu'il achetait encore des livres et qu'il lui offrait encore des livres. Mais alors, la chose très amusante, très intéressante, sa passion du jeu d'échecs. On a trouvé des reconnaissances de dettes. Il jouait beaucoup. Je reconnais avoir reçu de M. Soliman Haraï la somme de 700 francs. 700 francs. N'oubliez pas que quand il a été répétiteur, il gagnait 213 francs par mois. Là, c'est 3 mois de salaire. 700 francs, montant de partie aux échecs que j'ai gagné. J.R. Neumann, alors j'ai regardé pour J.R. Neumann, les 3, c'est les gens les Jérôme Czarnowski, Gustave Neumann sont des grands maîtres. Ce sont des grands maîtres qui ont gagné beaucoup de prix aux échecs et ils jouaient tous au Café de la Régence, au Palais Royal. Ok. Et il a participé à l'inauguration du pavillon tunisien de l'exposition universelle de Paris. Et là, c'est le décret. On a retrouvé le décret impérial l'autorisant à établir son domicile à Paris. Et on a retrouvé une fiche de naturalisation datée du 27 novembre 1876. C'est-à-dire qu'il avait donc demandé à être naturalisé français, mais il était déjà malade, il était déjà à l'hôpital, et le texte, l'acceptation de sa naturalisation, elle est là, elle est écrite là-bas, elle date de 27 novembre 1876, Al-Haraïri, Soliman, naturalisation, numéro tant. Malheureusement, ce n'est jamais passé au journal officiel, et il est mort entre-temps. Soliman Haraï est le premier répétiteur, ça on l'avait dit, et il tombe malade en octobre 76, c'est une hémiplégie paralysant le côté gauche,
qui l'oblige à arrêter son cours pendant une petite période, mais il reprend ses cours. Cependant, très vite, il est réadmis à la maison de santé et boulevard de Picpus à Paris. Le 25 septembre, il meurt. Et le 30 septembre, il est enterré au cimetière de Père-Lachaise, au carré des musulmans. Ça, c'est pour répondre à l'apostasie. Il a toujours été musulman, et on en est sûr. En 84, il y a un arrêté officiel du décès qui est publié au journal officiel. On annonce sa mort officiellement et donc son héritage va pouvoir être vendu. Et c'est ce qui se passe, vendre aux enchères de la bibliothèque de Menhaj en 1885. Il est enterré au Père-Lachaise, on connaît l'endroit. Enterrement au carré du musulman, et la cérémonie est présidée par le secrétaire de l'ambassade turque de Paris et de Auguste Carrière, le directeur de l'école de Langzhou. Je n'ai pas parlé de beaucoup de choses. Par exemple, le journaliste. Je n'ai pas parlé d'auteur des fatwas. Je n'ai pas parlé de l'éditeur d'ouvrages classiques arabes, du collectionneur de manuscrits et de livres arabes imprimés. Tout ça, sont dans notre volume 1. Et je n'ai pas parlé du jeune traducteur d'ouvrages français. C'est dans le second tome et c'est Pierre qui en parlera. Je vous remercie. Merci beaucoup Mehdi. Merci pour cette bonne demi-heure en compagnie d'El Harayri et qui nous emmène dans un monde en plein changement. Eh ben, j'enchaîne directement avec l'activité de traducteur que Mehdi a évoquée juste à la fin de son exposé. Souleymane El Harayri, un traducteur prolifique. Parce qu'une grande partie des documents qu'en fait on a découverts à la Bulac s'avèrent être des traductions d'ouvrages étrangers qu'il nous a fallu identifier et comprendre. Alors on savait que El Harayri avait eu une activité de traducteur, il en a lui-même parlé dans un de ses textes les plus célèbres, qui est la préface à la grammaire de Lomont, où il explique qu'il a un des rares textes où il se confie pas mal sur lui-même, où il raconte des choses sur sa vie. Il dit « J'ai commencé à traduire en l'année 1848 de l'ère chrétienne, qui correspond à l'an 1264 de l'Hégire, et comme la grammaire est la clé de la langue des sciences, et qu'il n'en existe aucune traduite du français en arabe, j'en ai commencé une traduction et personne ne m'a précédé. J'ai commencé par la grammaire de Noël et Chapsal. Après quoi, j'ai entrepris la traduction d'ouvrages de médecine, d'anatomie, de mathématiques et autres. Puis, en 1855 de l'ère chrétienne, année 1269 de l'Hégire, il me parut bon de traduire la grammaire française de Lomont, qui, sous une forme abrégée, présente peu de difficultés que tout le monde préfère. Alors, un témoignage sur l'intensité de cette activité de traduction, mais relativement peu précis, sauf en ce qui concerne les deux ouvrages de grammaire qu'il dit avoir traduits. Après la médecine, l'anatomie, les mathématiques, etc., il reste très vague. Le consul Léon Roche, dans la biographie que Simadi a évoquée tout à l'heure, la fameuse biographie de 1858, publiée donc seulement 2 ans après l'arrivée de El Harayri à Paris, donne quelques petites précisions. Je vais lire les lignes qui sont soulignées ou entourées en rouge. Souleymane El Harayri a débuté comme auteur par la publication d'un mémoire sur le choléra, intitulé Aoujala, qu'il fit lithographier à Tunis et répandre dans cette ville lors de la dernière épidémie. Mehdi en a parlé tout à l'heure de cette épître sur le choléra. Il publia ensuite son édition de la grammaire française de Lomont, traduite en arabe, Paris 1857, qu'il fit précéder d'une préface, etc. Plus loin, Souleymane El Harayri a aussi traduit en arabe les Fables de La Fontaine, l'abrégé d'économie politique de Blanqui, le manuel de la santé de Raspail, l'anatomie d'Ozou, l'histoire de Carthage, l'univers pittoresque et autres ouvrages de sciences auparavant inconnus chez ses compatriotes. Et il prépare en ce moment la publication d'une version arabe du Code pénal français à l'usage des magistrats indigènes de l'Algérie. Ça, ce sont les informations que donne Léon Roche en 1858, et jusqu'à présent, on n'avait absolument aucune trace de toutes les traductions qu'il évoque ici. Alors vous allez voir, on en a retrouvé un certain nombre, pas toutes,
mais on en a aussi retrouvé que Léon Roche ne citait pas. Alors voilà le bilan des ouvrages traduits en arabe en entier ou en partie par Al-Harayri, bilan donc de 6 ans de recherche. Alors d'abord, il y en a un qui est bien connu, qui est un petit peu à part, dont je reparlerai, c'est les soirées de Carthage du fameux abbé François Bourgade, le grand ami de Al-Harayri. Après, il y a les 2 ouvrages de grammaire qu'il mentionne, la grammaire de Noël et Chapsal, la grammaire de Lomont. La première est restée manuscrite, on l'a retrouvée, la seconde a été imprimée. Un livre d'art épistolaire, Le secrétaire de tout le monde, ou la correspondance usuelle, assez rigolo. Des fables de La Fontaine, effectivement, on en a retrouvé, je crois, 21. Mais aussi des fables d'un auteur beaucoup moins connu, d'un fabuliste totalement oublié de nos jours, qui est Molvaux. Ça, je redirai un petit mot, parce que c'est amusant. Un texte aussi, Leçon d'un cadi à un calife, qui peut paraître être un conte arabe, qui en fait est la traduction d'une dictée d'un pédagogue français. Un article paru dans 1 million de faits, un article sur la philosophie, directement inspiré du philosophe hollandais Schravesand. Des mathématiques, bien sûr, une de ses grandes passions, alors de l'arithmétique, des logarithmes et de la géométrie pratique. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus tout à l'heure. La cosmographie, Madi en a parlé, éléments de cosmographie, extraits de la géographie de l'abbé Gautier, des ouvrages de physique et de météo, soit à travers des traductions manuscrites que nous avons retrouvées, soit utilisés comme des fragments d'un ouvrage qu'il a publié à Paris et que je vous montrerai tout à l'heure. De la chimie aussi. Il y a un manuscrit de chimie de Al-Harayri qui est inspiré des 2 sources que j'indique ici, qui sont plutôt des sources scolaires, hein, un nouveau manuel complet des aspirants au baccalauréat S-lettres, hein, la chimie pour les littéraires, mais aussi le fameux 1 million de faits de mémoire universelle. À partir de ça, Al-Harayri a composé une intéressante épître sur la chimie que Madi a étudiée de manière approfondie, dont nous n'avons pas le temps de parler ce soir, mais c'est très intéressant. Beaucoup de médecine aussi et de pharmacologie. Alors effectivement, comme l'annonçait le consul Léon Roche, les leçons d'anatomie et de physiologie de Louis Auzout, à l'aide de l'anatomie classique, c'est-à-dire à l'aide de modèles anatomiques inventés par le docteur Auzout. Le traité de matière médicale et thérapeutique appliquée à chaque maladie en particulier de François Foix, et puis un livre de médecine familiale hyper connu à l'époque, le manuel annuaire de la santé, ou manuel et pharmacie domestique de Raspail, qui n'était pas médecin, mais qui a vendu beaucoup de livres de médecine. D'autres petits textes qui sont probablement des traductions sur des sujets variés, les puits artésiens, la pomme de terre, bon, mais aussi des traductions qu'on n'a pas retrouvées, celles que mentionne Léon Roche, l'économie politique de Blanqui, le code pénal français, l'univers pittoresque, ça, peut-être ça dort encore quelque part à la Bulac, c'est tout à fait possible. Alors les seuls ouvrages de traduction publiés, à l'exception des soirées de Carthage, c'est la grammaire française de Lomont, publiée 1 an après, donc grammaire française traduite en arabe, hein, et même traduite 2 fois, puisque vous avez une traduction mot à mot et une traduction en arabe plus élégant, à l'intérieur du même ouvrage. Publié donc ça 1 an après l'arrivée de Al-Harayri à Paris. Et puis le traité de météorologie, de physique et de galvanoplastie, publié en 1862 et inspiré de plusieurs auteurs français. C'est plus une compilation qu'une traduction à proprement parler, même si on y reconnaît des morceaux d'auteurs français. Alors dans tout cet ensemble très très varié de disciplines qui partent un peu dans tous les sens, j'ai choisi quatre petits exemples que je vais présenter. Je m'attarderai un petit peu sur les soirées de Carthage, j'irai beaucoup plus vite sur les autres. Les soirées de Carthage, c'est un ouvrage de l'abbé François Bourgade. Donc Bourgade a 40 ans lorsqu'il rencontre le jeune Al-Harayri à Tunis, qui à l'époque a 16 ou 17 ans. Et ils deviennent tout de suite amis. Et ils ont manifestement des entretiens approfondis. Chacun des deux
s'initier à la langue de l'autre, et ils ont des entretiens approfondis. Il est, à mon avis, certain que El-Harayri a joué un rôle dans la connaissance que déploie l'abbé Bourgade, la connaissance de l'islam que déploie l'abbé Bourgade dans le livre « Les soirées de Carthage ». Alors, qu'est-ce que c'est que les soirées de Carthage ? C'est une trilogie, d'ailleurs, et pas un livre unique, mais c'est aussi le titre du premier livre, bien sûr, celui qui paraît en 1847, « Dialogue entre un prêtre catholique, un moufti et un qadi ». Il sera suivi en 1852 de la clé du Coran, faisant suite aux soirées de Carthage, et en 1855 d'un troisième volume, toujours sous la forme de dialogue. Les personnages se renouvellent un peu, ne sont plus exactement les mêmes qu'au départ. Le passage du Coran à l'Évangile. Donc, c'est un ouvrage visant à encourager à la conversion des musulmans au christianisme. Bourgade n'ignore pas les difficultés de cette tâche, difficultés multiples parce qu'il est aussi sous la surveillance de sa hiérarchie à lui, qui le soupçonne de complaisance excessive envers l'islam. Donc il doit à la fois se montrer prudent vis-à-vis de sa hiérarchie et prudent vis-à-vis, bien entendu, des musulmans. Aussi, son œuvre, avant d'être controversiste, est avant tout apologétique. C'est avant tout une œuvre de défense du christianisme contre ce qu'il estime être des attaques injustes. Controversiste par moments, mais un peu, catéchétique, avec une grande prudence. J'ai noté par exemple que la question des sacrements n'est pratiquement pas du baptême ou de l'Eucharistie, ils sont quand même au cœur de la vie chrétienne, ne sont pas du tout abordés tout au long de ces trois volumes consacrés au christianisme. C'est quand même tout à fait surprenant. Par contre, vous avez deux aspects qui dominent l'ensemble. L'ouverture, la connaissance, l'érudition vraiment parfois très fouillée, le raisonnement, le savoir, tout ce qu'on peut grouper sous ce qu'on appelait autrefois, le terme qu'on utilisait autrefois, les bonnes lettres. Et puis, tous ces dialogues entre catholiques et musulmans se déroulent aussi sous le signe de la bienséance, du respect, de l'urbanité, de l'hospitalité, de l'humour, parce qu'il y a pas mal d'humour aussi dans ces dialogues, et de l'amitié. Là, on va dire, c'est les bonnes mœurs. Ce sont des dialogues qui, même s'ils sont évidemment très datés aujourd'hui, sont tout à fait intéressants et amusants à lire. Alors, El-Harayri a non seulement, à mon avis, contribué à la composition, mais il a contribué aussi, et de manière décisive, à leur traduction en arabe. Et c'est là qu'on a affaire à deux incunables tunisiens. L'impression du volume 1 des soirées de Carthage, le volume de 1847, en deux fascicules. Le premier fascicule contient les dialogues 1 à 8, le second contient les dialogues 9 à 17. Ce sont deux petits fascicules dont peu d'exemplaires sont connus. Pour le fascicule 1, j'en connais des exemplaires à la Bulac, à la BNF, à la Société asiatique et à la Bibliothèque nationale de Tunisie. Le tirage avait été beaucoup plus important. C'est un ouvrage lithographié. Il ressemble énormément à ce que Madi nous a montré tout à l'heure, la brochure lithographiée concernant le choléra. C'est exactement la même époque. Laquelle a été réalisée en premier, c'est difficile à dire, mais c'est vraiment au même moment, 1849, 49-50, sur la petite presse lithographique que l'abbé Bourgade avait installée au Collège Saint-Louis. 119 pages. Alors la lithographie, bien sûr, c'est une technique qui consiste à reproduire du manuscrit au moyen d'une pierre spéciale. C'est une technique inventée en Allemagne au XIXe siècle, qui a eu tout de suite pas mal de succès dans les pays, au XVIIIe siècle, pardon, qui a eu tout de suite pas mal de succès dans les pays musulmans parce que elle conservait finalement les habitudes liées aux manuscrits, qui sont des habitudes profondément ancrées dans la tradition arabe et musulmane. Donc ça, c'est l'écriture de El-Harayri, en fait. Mais l'ouvrage a été lithographié et tiré à plusieurs centaines d'exemplaires, vous le verrez tout à l'heure. Le second fascicule, lui, alors voilà, pour comparaison d'ailleurs, l'épître sur le choléra dont Madi a parlé tout à l'heure. Le second fascicule, lui, se présente de manière totalement différente. On le remarque tout de suite.
c'est pas écrit à la main. Les lettres ont toujours la même forme, d'une ligne à l'autre, strictement. C'est un ouvrage composé avec des caractères mobiles, c'est un ouvrage typographié. L'année est la même, 1849-50. C'est la suite du précédent. Voilà, l'ouvrage a été imprimé en deux petits fascicules, ça devait être plus facile qu'en faire un seul. C'est la suite du précédent. Le premier est lithographié, le second est typographié. Ils étaient exposés tout à l'heure à l'atelier que certains d'entre vous ont pu suivre. Donc c'est tout à fait étonnant de voir ce double essai, cette double nouveauté, à la fois la typographie et la lithographie, qui sont toutes les deux des nouveautés à Tunis à l'époque. On connaît le nom de celui qui a typographié le second fascicule grâce au colophon, qui n'est pas tout à fait le même d'ailleurs d'un exemplaire à l'autre. On y lit « Achevé par la grâce de Dieu et l'excellence de son secours en l'an 1266, gravé par un certain Youssouf Babar Abidillah ». Alors, je dois vous dire que ce Youssouf Babar m'a laissé longtemps très perplexe. L'auteur du livre est un tel, Foulan, et son propriétaire est l'auteur des soirées de Carthage. Alors, le propriétaire au sens de l'auteur du livre original, et l'auteur, le un tel qui n'est pas nommé, c'est évidemment Suleiman el-Harayri. Il aurait été un peu risqué pour lui, à Tunis, dans le contexte de l'époque, d'imprimer son nom sur la traduction d'un ouvrage chrétien. Donc c'est pour ça qu'il est resté anonyme. Alors qui est le Youssouf Babar ? Eh bien, on l'a appris il y a peu de temps, enfin moi je l'ai appris il y a peu de temps en tout cas, grâce à un professeur tunisien qui est un professeur d'allemand, qui a trouvé un document extraordinaire, un document écrit en allemand, un peu difficile à lire, même très difficile à lire d'ailleurs, d'un certain Joseph Gottlieb Krüger, qu'on appelait aussi Mohamed bin Abdallah Nimsi, donc qui était un converti allemand ou autrichien, comme on voudra, vivant à Tunis à l'époque, et qui dit qu'en 1850 est arrivé un lithographe de Koblenz, un certain Joseph Weber. Ah ben voilà, Joseph Babar, c'est lui, c'est Joseph Weber. Joseph Weber war sein Name, arbeitete bei dem Herrn Abbé Bourgade. Il travaillait avec monsieur l'abbé Bourgade. Et je l'ai aidé, etc. J'ai été son imprimeur. Nous avons fait des milliers de livres en arabe. Il y en a un qui a le titre Kartachenat de trois érudits, Zwei Islam und ein Bischof. Il a un allemand un peu chaotique. Et donc voilà, c'est un Allemand en fait qui a réalisé les premières impressions à Tunis en 1849-1850, à la fois litho et typo. Les artisans de l'époque pratiquaient souvent les deux techniques. Alors la traduction de arabe des soirées de Carthage par le jeune Suleiman, donc elle est anonyme. Elle contient à la fois plus et moins que l'original. Ça c'est intéressant. Il a omis l'avant-propos, les notes de bas de page, la liste des sujets qui ouvrent chaque dialogue, des mots et des phrases difficilement transposables, mais aussi il a ajouté des choses parfois substantielles et qui souvent en rajoutent encore dans l'érudition arabe. Donc ça suggère à nouveau qu'il a le nombre d'auteurs de sciences musulmanes qui sont cités est absolument impressionnant, quoi. Il est extrêmement peu probable que l'abbé Bourgade, quel que soit son intérêt pour l'islam, ait pu avoir connaissance de tous ces auteurs spécialisés dans les différentes sciences religieuses et dont aucun d'entre eux n'était traduit ou publié dans les langues européennes à l'époque. Donc ces additions sont très vraisemblablement dues à El-Harayri lui-même, et qui n'a pas été qu'un traducteur, mais aussi, à mon sens, un co-auteur. Curieusement, la syntaxe est souvent calquée sur le français. Ça, c'est quelque chose dont on pourrait reparler beaucoup, parce que... Et curieusement aussi, contrairement à ce qu'ont dit certains érudits tunisiens qui les ont regardés un peu rapidement, ça n'est pas du tout écrit en arabe dialectal, mais bien au contraire, il a supprimé les expressions dialectales
que l'abbé Bourgade avait mises en arabe dans le texte français pour donner couleur locale, en quelque sorte. Le traducteur a changé ces expressions en arabe dialectal pour leur substituer des expressions en arabe plus correctes qui pensaient être meilleures. Alors, tout ça pourrait être détaillé beaucoup. Je vous donne un seul exemple qui est peut-être significatif, une petite phrase qui est absente du texte original des Soirées de Carthage et qui apparaît un an après dans la traduction. C'est le Qadi qui dit « La surabondance d'espionnage qu'il y a chez nous en matière de religion, d'espionnage, de mouchardage, on pourrait presque dire, tajassus, qu'il y a chez nous en matière de religion, c'est ce qui nous éloigne de la vérité, parce que les illusions du commun des mortels sont considérées par certains comme le droit chemin, et que ceux qui savent gardent le silence à cause de leur malignité. » Donc une phrase qui probablement traduit ce que ressent à l'époque El-Harayri. Il sait des choses, il a compris des choses qu'il n'a pas le droit de dire parce qu'on est soumis en Tunisie à une pression et à une surveillance de tous les instants si on dérive du droit chemin. Alors cette phrase n'est pas du tout dans l'original des Soirées de Carthage. Par contre, l'abbé Bourgade va la reprendre dans la seconde édition des Soirées de Carthage, mais là c'est plusieurs années plus tard, en la mettant d'ailleurs dans la bouche d'un autre personnage, le Moufti et non plus le Cadi. Ce système d'espionnage qui règle parmi nous nuit essentiellement à la vérité. Les personnes éclairées et condamnées au silence sont réduites à jouer le rôle d'hypocrite. Vous voyez, ce genre de phrase, je trouve ça tout à fait significatif de la contribution qu'a apporté El-Harayri à la traduction des Soirées de Carthage. Il y aura une seconde édition de la traduction à Paris, magnifique, imprimée par Chalamel, grand spécialiste de l'impression arabe, livre magnifique, très très loin des essais très artisanaux réalisés à Tunis quelques années plus tôt. Deuxième édition, où cette fois, le nom du traducteur est tout à fait explicite, traduite en arabe par M. Soliman El-Harayri. Il en existe d'ailleurs un brouillon qui est conservé à la Bulac, un brouillon partiel que nous avons retrouvé dans les très nombreux dossiers de documents qui appartenaient à El-Harayri. Pour l'anecdote, une copie orientale de la traduction qui est des Soirées de Carthage, qui est au monastère Sainte-Anne de Jérusalem, un manuscrit copié sur l'imprimé, chose beaucoup plus courante qu'on ne l'imagine. Question, les autres volets de la trilogie ont-ils été traduits? Parce que, je vous ai dit, il y a les Soirées de Carthage, mais après, il y a la clé du Coran et puis le passage du Coran à l'Évangile. Alors, Anne-Marie Planel a publié il y a quelques années l'inventaire après décès de l'abbé Bourgade. On a trouvé plein de livres à Tunis dans son atelier, qui malheureusement ont disparu. Et vous voyez les nombres considérables d'exemplaires qui pouvaient rester de ces différentes brochures réalisées dans l'atelier d'imprimerie de l'abbé Bourgade lorsqu'il a quitté Tunis, en fait. Donc 103 exemples. Alors, l'inventaire n'est pas très très clair, on ne sait pas très bien si c'est un livre, si c'est l'autre, si c'est la version arabe, si c'est la version française. Bon. Il y a les brochures traitant de médecine, comme celle sur le choléra, par exemple. En tout cas, tel qu'il est écrit, l'inventaire semble suggérer que les passages du Coran à l'Évangile et la clé du Coran ont aussi été traduits en arabe. Alors, à vrai dire, j'avais beaucoup de doutes, mais mes doutes, j'ai eu des doutes sur mes doutes quand j'ai vu que les traductions du second volume et du troisième volume étaient présentées comme étant sous presse à Paris en 1856 et encore annoncées en 1859. Donc s'il a vraiment traduit le second volume et le troisième volume, ils ne sont jamais parus et les traductions sont perdues. Donc là, je ne suis sûr de rien, mais il y a un sujet un peu intriguant. Je serai beaucoup plus rapide sur les autres petits ouvrages que je vais évoquer. Les 100 fables de 4 vers chacune. Alors ça, c'est un truc extraordinaire. C'est un petit manuscrit de la Bulac qui s'appelle « Hikam wa Amthal », maximes et proverbes. Il est constitué de 50 fables très courtes, numérotées de 1 à 50.
Après pas mal de recherches, parce qu'évidemment, on a pensé à divers fabulistes connus, on a identifié la source. C'est un recueil composé par le littérateur bien oublié Charles-Louis Molleveau, qui a publié en 1821 donc un recueil de 100 petits quatrains, se terminant tous par une morale. Hein. C'était un genre très à la mode, en fait, hein, dès le XVIIe siècle et jusqu'au XIXe. Il est un des derniers représentants du genre, quand même. Et donc il y en a 100 dans le recueil. Alors, Harayri en a traduit que 50, les 50 premiers, en fait, la première moitié du livre. Peut-être il a fait les 50 autres, mais s'il les a faites, on ne les a pas trouvées. En réalité, sur les 50, il a supprimé 4 fables qu'il a remplacées par autre chose. Je vais vous l'indiquer. Alors, c'est des exploits de traduction et d'adaptation culturelle, parce que c'était quand même pas facile à traduire des choses comme ça, tellement il y avait de connotations culturelles extrêmement françaises dans ces petites fables. Je vous donne un seul exemple. Le chant du cygne. Alors, les fables, je ne les trouve pas terribles, hein, en général, mais bon, ça après... Un cygne de sa voix flattait l'âme ravie. « Cher Amphion, disais-je, est-ce un chant de plaisir ?»« Oui, répond-il, je vais mourir. » La vertu qui tempait le chemin de la vie. Il a traduit ça très bien, très fidèlement, mais il a eu un problème avec « Cher Amphion ». Amphion, musicien et poète de la mythologie, c'était difficile à traduire. Et il l'a traduit de manière tout à fait judicieuse par « Ya Aba Ishaq al-Mawsili ». Abu Ishaq al-Mawsili étant un célèbre musicien et poète arabe de l'époque abbasside. Donc, transposition, là, transposition culturelle. Et il y en a comme ça, de très 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 nombreuses, plus ingénieuses les unes que les autres. Véritablement, c'était un défi de traduction et je trouve qu'il l'a bien relevé. Alors, il y a 4 fables quand même qu'il a jugées intraduisibles. Il y en a une qui était une véritable flagornerie envers le roi Louis XVIII. Bon, il faut dire que l'ouvrage a été publié pendant la Restauration, mais Harayri, lui, traduit beaucoup plus tard, donc les rois, c'est plus trop d'actualité, donc il l'a supprimé. Une consacrée aux Whigs et aux Tories, les affrontements politiques en Angleterre, il a pensé que ça dirait rien aux lecteurs arabes. L'aigle et le vautour, qui évoque la disgrâce d'un ministre figuré par un aigle remplacé par un vautour, ça, il a dû se dire que c'était un petit peu risqué politiquement. Et la dispute des roses, qui vante la permanence du pouvoir tout au long de sa vie, du pouvoir de séduction de la femme française, qui, même lorsqu'elle prend de l'âge, reste toujours aussi séduisante. Bon, il a décidé de ne pas traduire cette cette fable, pardon. Donc du coup, ces 4 petites fables-là, ce sont les 4 seules parmi 50 qu'il a remplacées par autre chose, et il est allé prendre des fables de La Fontaine pour les compresser et les réduire à 4 vers environ, même si ce n'est pas vraiment des vers, à la longueur moyenne des autres fables. Et puis, voilà, la 4e, c'est encore plus mystérieux. Je quitte le monde des fables pour le monde des mathématiques. Peut-être que vous le trouverez plus austère, mais on y trouve aussi beaucoup de plaisir, je vous le garantis. Les tables de logarithmes pour les nombres et pour les sinus de Jérôme de Lalande. Alors, je vous le montre surtout pour vous montrer l'état des documents qu'on a pu découvrir. On a trouvé 2 feuillets dans 2 dossiers différents. Visiblement, donc il y en a un qui est seulement recto, l'autre est recto-verso. Visiblement, ils n'ont pas la même couleur. Bon, alors ça peut tenir aux conditions de la prise de vue, mais enfin, pas seulement quand même. Et puis surtout, ils n'ont pas le même état de conservation. En réalité, le second est exactement la suite du premier. Donc ça montre bien que l'endroit, les conditions de conservation jouent un rôle essentiel, parce que le deuxième texte enchaîne très précisément là où se termine le premier. Mais le premier commence au milieu d'une phrase et le second se termine aussi au milieu d'une phrase. Donc il manque tout ce qui est avant et tout ce qui est après. Il s'agit d'utilisation des logarithmes, donc cette technique de calcul
inventé en Europe au XVIIe siècle et qui va être au XIXe siècle parmi les premières techniques mathématiques modernes européennes auxquelles les savants arabes vont s'intéresser. Il traite donc des utilisations des logarithmes dans 3 domaines, l'astronomie, la science nautique et la géographie, la géométrie et l'arpentage. En fait, ce sont les vestiges d'une traduction, mot à mot, très littérale, pas en bon arabe, des tables de logarithmes de Lalande, qui sont des tables numériques, mais précédées de copieuses introductions expliquant comment on utilise ces tables, à quoi servent les logarithmes. Table publiée en 1805, rééditée de très 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 nombreuses fois. Là, on est avec des mathématiques relativement avancées, même si aujourd'hui les logarithmes s'étudient au lycée, mais au XIXe siècle, c'était quand même une technique mathématique relativement avancée et pratiquement inconnue dans les pays musulmans, sauf en Turquie et en Égypte, où elles avaient été un petit peu introduites. Donc ça montre quand même l'intérêt de Al-Harayri pour des mathématiques relativement avancées. Toujours dans les maths, il a traduit un petit livre de géométrie, que je mentionne ici, ça sera mon dernier exemple, parce que, en fait, on a trouvé 3 documents qui se rapportent à un même projet autour de la géométrie pratique. 3 manuscrits. Dans le dossier ARA 172 bis, dossier extrêmement copieux, où on trouve des tas de choses extrêmement diverses, on a trouvé la traduction mot à mot d'un manuel français de géométrie. Mais par ailleurs, il y a un manuscrit qui, lui, porte la cote 1411, qui s'avère être la traduction en arabe du même manuel, mais cette fois en bon arabe, en arabe correct, impeccable. Et en plus avec, peut-être les distinguez-vous sur l'écran, des petites figures géométriques qui ne sont pas dans la première version. Et puis, un 3e document très intéressant, qui est le projet d'un traité complet de géométrie pratique. Donc là, on a 3 étapes d'un projet. Le livre traduit, c'est certainement pas le livre d'un grand mathématicien, pas du tout. C'est le livre d'un obscur régent au collège communal de Troyes, Gabriel Frédéric Olivier, auteur de manuels de façon abondante, qui en 1836 a revu un petit opuscule de géométrie qu'il avait déjà commis par le passé, afin de s'adapter au programme officiel des écoles primaires supérieures qui avait été créé par la loi Guizot en 1833. Avec des définitions de géométrie, du dessin linéaire, donc dessin géométrique à faire par les enfants à base de lignes droites et de lignes courbes, puis des questions de longimétrie, comment mesurer des longueurs, accessibles ou inaccessibles, comment mesurer les surfaces des figures simples, et stéréométrie, les volumes les plus simples. C'est pas un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, parce que si vous regardez aujourd'hui dans le CCFR, vous n'en trouvez mentionné que 2 exemplaires dans toute la France. Un à la BNF, évidemment, et l'autre dans mon université à Caen. Là, je ne dirais pas évidemment, parce que c'est un pur hasard qu'il y soit, puisqu'il était dans les fonds anciens du ministère de l'Agriculture, dont l'université de Caen a hérité. Donc la première traduction en arabe réalisée par Al-Harayri, elle est complète, mais il n'y a pas les figures. Par contre, il y a les appels de figures, c'est-à-dire les numéros de figures, donc qui prévoyaient sans doute des planches de figures à la fin avec des renvois. Comme le français, absolument, comme le français. La syntaxe, elle aussi, est modelée sur le français, ce qui conduit souvent à des phrases complexes et obscures. On est proche du mot à mot. La terminologie mathématique correspond dans l'ensemble à ce qu'on trouvait dans les manuels arabes conventionnels de l'époque, parce qu'en réalité, ce n'est pas des mathématiques si innovantes que ça. Les Arabes avaient à peu près le même niveau en géométrie pratique, avec quelques différences. Par exemple, la non-utilisation des nombres décimaux qui conduit Al-Harayri à s'intéresser à des instruments de mesure, par exemple, qui étaient inusités dans le monde arabe et musulman. La seconde traduction, elle est beaucoup plus raffinée sur le plan de la forme. La langue arabe est bien meilleure, mais vous voyez que c'est encore un brouillon, parce que
Il y a des tas de choses dans les marges, enfin, c'est pas encore un état définitif. Hein. Puis il y a les petites figures, là, avec les parallélogrammes, les trapèzes, je ne sais quoi, qui sont vraiment à peine esquissés. Enfin, c'est plus des aides-mémoires qu'autre chose. À l'emplacement de l'appel, et là, elles ne sont pas numérotées. Par contre, ce qu'il a ajouté dans cette deuxième version, c'est une longue et intéressante préface dédiée au bey Ahmed de Tunis. Qu'est-ce qu'il y dit, cette préface? Étant donné que les applications utiles de la géométrie sont nombreuses et que sa connaissance est une évidente obligation, j'ai vu le livre composé par le français Olivier. Alors, il a beau le nommer, j'ai eu du mal à l'identifier, hein, parce que c'était Olivier, puis des oliviers, enseignant de mathématiques, sur la géométrie pratique. Il a été imprimé en l'année chrétienne 1836, correspondant à l'année nigérienne 1251. Bien que petit par la taille, il abonde en choses utiles et renferme la plupart des pratiques et des méthodes. J'ai voulu le traduire de la langue française à la langue arabe. Je n'ai rien ajouté ni rien retranché, sauf les répétitions. Je l'ai fait au service de son Excellence, notre maître, commandant et seigneur le maréchal Ahmed Bacha Bey, détenteur de la régence de Tunis, toujours accoutumé au chatoiement de ses sabres, protégé par les foudres de ses canons. De ses jours, l'offre des savoirs est profitable, les rangs des armées bien ordonnés. N'oubliez jamais que les mathématiques, ça sert d'abord à faire la guerre. J'implore Dieu, qui est bienfaisant et généreux, de lui venir en aide. En lui est le refuge et le recours. Et j'ai envie... Nous avons envie, parce qu'on a travaillé dessus avec Mehdi, d'ajouter à ces deux manuscrits un troisième, qui là n'est plus dans le domaine de la traduction, mais qui témoigne du projet de Suleiman d'écrire son propre livre détaillé et complet sur la géométrie pratique, prenant des choses à ce qu'il a appris et compris dans la traduction du traité du petit manuel d'Olivier, prenant aussi sans doute des choses à la tradition arabe. Malheureusement, on a trouvé que le tout début de ce projet, a-t-il été développé plus loin? C'est ce que nous ne savons pas. Essentiellement, on a une préface et on a la table des matières détaillée. Très détaillée. Donc voilà le plan de l'ouvrage que El-Harayri voulait écrire. Un plan incroyable. Très précis. Définition de la géométrie, son objet, ce que Dieu a ordonné à son sujet, définition du point, de la ligne, de la surface, du cordique solide, de la figure, des instruments servant à la pratique, des unités de mesure, examen exact des parties qui les constituent, examen de l'arithmétique dans la nouvelle convention où toutes les fractions sont décimales, où l'on n'écrit plus 4/5, mais 0,8 par exemple, ce qui n'était absolument pas connu ou pratiqué dans le monde musulman à l'époque. Dessin des lignes droites, des lignes courbes, les angles, les figures, extraction d'un côté ou d'un angle inconnu dans un triangle par le dessin ou par les calculs, détermination d'une longueur érigée à la surface de la Terre, que sa base soit accessible ou qu'elle soit inaccessible, très loin, de la distance entre deux lieux lorsque l'accès à l'un d'eux est possible et qu'il est impraticable, question de la profondeur des puits, comment savoir quelle est la profondeur d'un puits, mesurage, voilà, donc une table des matières très détaillée. Voilà, avec beaucoup d'aspects de géométrie pratique, relativement classique. Hein. C'est de la géométrie pratique classique, mais on voit qu'il avait un projet très précis. Ma conclusion, pourquoi a-t-il traduit? À mon avis, pour un tas de raisons différentes. Traduire d'abord et avant tout pour s'approprier ce que les savants ignorent, ce que les savants arabes ignorent. Traduire mot à mot pour décortiquer les règles de la langue française, donc traduire pour apprendre, en fait, et traduire pour enseigner aussi. Ça, on le voit très bien dans au moins 2 cas. S'il aime tant la traduction mot à mot, ce qui peut surprendre, c'est aussi pour faire comprendre comment fonctionne la langue française. Mais c'est par ailleurs un excellent arabisant. Il ne faudrait pas lui faire le reproche d'écrire un arabe de mauvaise qualité, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Il traduit en arabe strictement grammatical pour diffuser les connaissances. Traduire aussi, on l'a vu avec le cas des fables, pour relever des défis d'adaptation culturelle. Et ça, il le fait plutôt bien. Et puis traduire aussi pour finalement un jour ne plus traduire. Et ça, dans la transmission, la question de la traduction dans la transmission des sciences,
On retrouve ça toujours, finalement. On traduit pour un jour ne plus traduire, c'est-à-dire pour un jour composer ses propres ouvrages, prendre ce qu'on a appris, s'approprier les savoirs exogènes, les insérer, les inculturer dans ses propres traditions et produire des ouvrages hybrides. El-Harayri en a produit au moins un avec l'ouvrage de physique et de météorologie, et il en avait visiblement un autre en projet avec l'ouvrage de géométrie pratique. Voilà pour la traduction. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup à tous les deux pour ce voyage à la rencontre de Harayri. J'ai été particulièrement impressionné par tout ce que vous nous... toute la dimension de cette enquête documentaire archivistique que vous avez faite et chacune des pièces du puzzle que vous avez réunies pour recomposer la figure de ce personnage qui est vraiment très intéressant parce qu'il est le témoin d'une époque de réformes et de changements extrêmement accélérés. J'aurais pu évoquer ça rapidement au début, mais Tunis, province très autonome de l'Empire ottoman, qui s'autonomise encore davantage à partir des années 1830 sous le règne d'Ahmed Bey et qui s'engage dans des réformes politiques et notamment dans des relations plus intenses avec la France. Et Harayri est complètement le fruit de cette... complètement indirectement, en tout cas, il participe de cette politique. Il est aussi le témoin des évolutions très fortes et de la déstabilisation en fait des savoirs islamiques, des changements de la culture lettrée dans le monde arabe au milieu du 19e, notamment avec l'apparition de l'imprimerie et tous ces exemples de typographie, lithographie que vous évoquiez le montrent. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant enfin, c'est que c'est un témoin de cette présence très méconnue des musulmans en France avant le XXe siècle. Et ça, notamment cet acte de domiciliation, j'ai trouvé ça intéressant, alors qu'aujourd'hui, on parle on voit l'émigration des musulmans en France comme un phénomène qui date des 30 Glorieuses, mais là on a un autre exemple. Et du coup, il me semble que tout ça fait vraiment de votre travail quelque chose d'extrêmement précieux et dont je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'en aurais une peut-être pour commencer, qui est tout simplement. Donc, vous nous avez beaucoup présenté les documents. Vous avez commencé à travailler en 2017. Qu'est-ce que on savait à la Bulac et avant à la bibliothèque des Langues de ces documents? Comment est-ce qu'ils avaient été traités jusque-là? Donc, il y avait ces archives, il y avait des imprimés, des manuscrits. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la biographie de ces documents? Entre leur achat et votre travail, vous savez un peu? C'est un problème parce qu'on en a parlé dans le... Ah, vous en avez parlé, mince, je donnais quoi? On peut en parler. Non, on peut redire, c'est pas forcément le même public. Il y a le public qui regardera la vidéo aussi. Il y avait, alors il faut distinguer les manuscrits des imprimés. Ce sont deux cas différents et de provenances différentes. Ce qu'on vous a montré là, c'est surtout quand même des manuscrits. On a beaucoup travaillé sur les fonds de la réserve manuscrite. Il existait, quand on a commencé à travailler, il existait un petit inventaire réalisé sous la direction de Francis Richard, avec aussi Marie-Geneviève Guédon. Un petit inventaire des manuscrits des manuscrits de la Bulac dans lesquels beaucoup étaient attribués à Al-Harayri, soit qu'il lui est appartenu, soit qu'il en ait été l'auteur, soit que son nom y apparaisse à un titre ou à un autre. Donc ça, c'était quelques sommaires que fut cet instrument. C'est lui vraiment qui nous a permis de rentrer, de découvrir dans
dans le fond. S'il n'avait pas existé, on n'aurait vraiment pas pu d'aller chercher. Voilà, s'il n'avait pas existé et s'il n'avait pas été en ligne d'ailleurs, nous n'aurions pas eu l'idée d'aller trouver des documents. Alors au départ, comme nous sommes tous les deux mathématiciens, nous nous intéressions qu'aux manuscrits de mathématiques, et même la chimie, ça nous paraissait au départ totalement inintéressant, sans parler des fables de La Fontaine. Bon, mais en réalité, on s'est vite rendu compte qu'on peut pas aborder un personnage comme ça uniquement à travers l'un de ses intérêts, qu'il faut les prendre en compte tous. On a travaillé sur les mathématiques, et on est revenu après. Un an après, on est revenu. Voilà. On est revenu et finalement on a abordé l'ensemble du spectre. Le fond manuscrit de la Bulac, de manière générale, était encore peu connu il y a quelques années. Je crois que ça a énormément changé, mais c'était un fonds qui était vraiment parmi les fonds les plus méconnus, alors que c'est quand même le deuxième c'est le deuxième fonds en France en nombre de manuscrits arabes. C'est un fonds très important qui aujourd'hui est de mieux en mieux valorisé et de mieux en mieux connu. Donc voilà, on espère y avoir en partie un petit peu contribué à notre mesure à travers ce sous-ensemble que constitue la collection El Harayri. Merci beaucoup. Oui. Merci pour la présentation. Moi, c'est plutôt 2 questions en une. Sur ce parcours de traducteur. Déjà, est-ce qu'on lui connaît d'autres traductions dans d'autres langues on pourrait penser au turc ottoman, au persan ou d'autres langues européennes encore. Et enfin, est-ce que vous avez eu des indices sur comment il choisissait quel livre traduire, quel ouvrage traduire? Est-ce que c'était simplement ses appétences ou est-ce qu'il y avait un système de commande qui pouvait entrer en compte? Merci beaucoup. Oui, alors ce sont de très bonnes questions. Donc la première, non, je ne pense pas qu'il connaissait d'autres langues étrangères que le français. Donc toutes ces traductions ont eu lieu systématiquement avec l'arabe comme langue source et comme le français comme langue cible. On peut noter quand même au passage que les soirées de Carthage de l'abbé Bourgade ont été traduites aussi en persan et même en guèze, en éthiopien, mais enfin pas par lui évidemment. Mais c'est aussi la traduction persane est aussi à la Bulac. Pour la deuxième question, c'est comment choisissait-il les ouvrages traduits? Alors c'est toujours, à chaque fois qu'on parle de traduction scientifique, c'est ce qui est un peu une de mes spécialités, c'est une des grandes questions. Pourquoi avoir traduit ce livre plutôt qu'un autre? Bon, ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que les traducteurs ne choisissent pas de traduire les auteurs connus. Ça, c'est une idée qu'il faut enlever de sa tête. Et ça n'est pas vrai que pour la traduction vers la langue arabe, car on peut s'intéresser aussi des traductions d'une langue européenne vers une autre, et on constate que souvent, ce qu'on traduit prioritairement, plutôt que les grands savants, ce sont les manuels. Les manuels de vulgarisation du savoir, manuels scolaires, ou bien même manuels destinés au grand public, comme on le voit avec Al-Harayri, qui n'a pas hésité à traduire des publications grand public, qui n'était même pas tourné vers les élèves des écoles, mais vraiment vers tout le monde. Alors, sachant que la plupart, sinon la quasi-totalité de ces traductions ont été faites ou au moins commencées à Tunis, donc avant son départ en France, on peut penser que les ouvrages qu'il a choisi de traduire, c'était des manuels ou des livres qui étaient disponibles au Collège Saint-Louis, le fameux Collège Saint-Louis dont a parlé Mehdi, où Suleiman était à la fois, je vous le rappelle, élève et enseignant, puisqu'il apprenait le français et la cosmographie et toutes sortes de choses, tout en enseignant l'arabe. Il avait une double casquette assez étrange dans le contexte de l'époque. Ça ne choquait apparemment pas, d'élèves et d'enseignants. Il y avait certainement une petite bibliothèque française au Collège Saint-Louis. Il a traduit les manuels qui s'y trouvaient. Le cours de cosmographie de l'abbé Gautier, qu'il a traduit de l'arabe au français, du français à l'arabe, pardon, du français à l'arabe, bien entendu, c'est un... Enfin, on peut imaginer que c'est le cours qu'il a suivi, en fait. Que le manuel
qu'il a utilisé au Collège Saint-Louis, le cours sur lequel il est interrogé et qui lui a valu un prix, comme l'a dit Madi, un prix de cosmographie. Si ça se trouve, voilà, le manuel qu'il a traduit, c'est tout simplement le manuel qui servait de support au cours de cosmographie, qui était une matière standard dans l'enseignement à l'époque. Il ne faut pas être surpris. Aujourd'hui, on a un peu oublié, mais la cosmographie, c'était tout à fait normal d'étudier ça dans les collèges. Voilà. Donc, je pense que, comme souvent, c'est la disponibilité qui... Bon, après, il dit, voilà, il préfère les petits livres aux gros. Il dit, ce livre est petit, mais il est utile. Il est condensé, il est réduit, voilà. Donc, ça, en général, il justifie ses choix comme ça. Il est très utile. Ça, la question de la faïda, c'est de l'utilité. Ça, tous les traducteurs scientifiques vers la langue arabe cherchent ce qui est utile. Ça, enfin, presque tous. Il y en a peu qui disent travailler pour le savoir inutile. Bon, remarquez, c'est pas très vendeur de travailler pour le savoir inutile, mais c'est un argument qui revient souvent. Donc voilà, l'utilité, la simplicité, la disponibilité. Finalement, ce sont un peu les mêmes critères qui se présentent à tous les traducteurs en réalité. Juste une remarque, la différence fondamentale entre Hariri et ce qui s'est passé en Égypte, c'est que Hariri était isolé. Ah oui. Et que c'est un travail, c'est une approche personnelle. C'est-à-dire, il découvre, il traduit. Il découvre, il traduit. Il découvre, on a appris que, en fait, les professeurs de maths et de physique étaient les mêmes qui enseignaient au Collège français et à l'école militaire du Bardo, à 25 km de Tunis, qui était la seule école non zitounienne, donc qui ne dépend pas de la charia, par contre qui enseigne les mathématiques et les sciences modernes aux futurs militaires, ou en tout cas aux futurs cadres de la nation, s'il y a nation. Donc, il y a ce va-et-vient, ça veut dire que ces professeurs avaient leur propre bibliothèque. Ils enseignaient ces livres, peut-être qu'ils prenaient peut-être que eux lui disaient que, voilà, peut-être que ce livre-là est intéressant. Mais bon, il n'y avait pas une politique de traduction, ça c'est évident, comme en Égypte. Oui, moi j'ai aussi deux questions, enfin une sur la question de ces traductions justement, enfin de leur diffusion. Est-ce qu'elle était restée limitée à l'Algérie ou est-ce que à la Tunisie par exemple, est-ce que justement là il est question aussi de l'Algérie avec Bourgade et l'histoire du code pénal qui n'a pas été fait. Est-ce qu'il y avait aussi une diffusion en dehors de la Tunisie de ces traductions? Est-ce qu'elles ont été utilisées ailleurs? Ça pourrait être aussi en Égypte ou ailleurs. Et une autre question qui a rien à voir, c'est il y a une deuxième vente de bibliothèque après son décès. Donc, est-ce qu'il avait reconstitué une collection? Enfin, qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce que c'est devenu? Je vais répondre sur la diffusion, puis après je te laisse répondre sur la bibliothèque parce que tu es l'expert. Sur la diffusion, alors pour que l'ouvrage soit diffusé, il fallait qu'il soit imprimé. Tous ces manuscrits qu'on a retrouvés n'ont pas été recopiés, donc ils n'ont pas du tout circulé en Tunisie. Hein. Les projets sur la géométrie pratique ou les fables de La Fontaine ou de Molvaux. Bon. Alors, il y a 2 ouvrages qui ont été imprimés, c'est les 2 que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc ceux-là, l'idée en les faisant imprimer, ça serait que des exemplaires seraient envoyés en Algérie. Hein. Et donc effectivement, on sait qu'il y en a eu en Algérie. Donc les 2 ouvrages imprimés, d'une part la grammaire de Lomont, d'autre part le traité de physique, de météorologie et de physique, sont partis en Algérie. Voilà, il en existe des exemplaires. Il en existe aussi des exemplaires signalés à Tunis, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont arrivés. C'est difficile à préciser. Bon, ce sont les 2 seuls qui ont pu peut-être, avec des précautions, circuler un peu. Le reste, non, c'est bien pour ça qu'on on a intitulé notre livre El-Kanz el-Mensi, le trésor oublié, parce que personne n'avait entendu parler de ces traductions, même si, vous l'avez vu,
Le consul Léon Roche les avait évoqués dans sa biographie, mais après tout le monde a pensé que ça avait disparu. Puis en fait non, ça n'avait pas disparu, et c'était ici. Pour la bibliothèque, je te laisse répondre. Les manuscrits qu'il a achetés sur Paris, sur Tunis, en fait, il y avait un marché de manuscrits sur Tunis. Les historiens actuellement de cette période-là disent qu'il y avait il y avait deux circuits. Il y avait Istanbul, Constantinople et Tunis, et Alexandrie, Tunis. Il y avait donc ces deux circuits où des livres égyptiens arrivaient à Tunis ou des livres ottomans arrivaient à Tunis. Alors, on n'a pas trouvé, moi j'ai beaucoup travaillé sur la Bibliothèque nationale à Tunis, on n'a trouvé que 50 livres turcs. Il y a actuellement à Tunis que 50 manuscrits turcs, en langue turque. Par contre, on a trouvé à l'école militaire, toujours à la Bibliothèque nationale de Tunis, des traductions de livres militaires français ou turcs en arabe. Ça veut dire et leurs auteurs sont des élèves, les meilleurs élèves de l'école militaire du Bardo. Donc il y a visiblement eu une politique de traduction de manuels militaires pour les futurs élèves. Les autres, les livres, les manuscrits qu'il a achetés, je crois qu'il sous-entend qu'il les a achetés quelque part dans les marchés tunisiens. C'est-à-dire il y a dû y avoir une grande famille ou quelqu'un qui a vendu ces livres et il les a achetés et il les a fait un catalogue à la manière qu'on fait, qui a été fait, à la manière tunisienne. C'est la même chose que le catalogue de la Zitouna. C'est le même type de catalogue, les livres par discipline et des fois le prix derrière pour dire combien il coûte. Quoi. Et après des sommes, il fait des sommes et la somme totale était 7000 et quelques francs réels. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je le répète parce que j'entends pas. C'était une question sur les bibliothèques de Hariri lui-même. Oui. Donc la première est vendue en 1860. Et est-ce qu'on sait comment est-ce qu'il reconstitue une bibliothèque? Et est-ce que tu pourrais nous parler de la vente après sa mort? Ah, d'accord. Donc, d'abord, je vous dis, avant de partir, il a acheté 400 livres. Le nombre 400, c'est ce qu'on revoit, qu'on n'a pas. Il les a mis dans des malles et ils sont partis, il les a emmenés à Tunis, à Paris. À partir de là, il a certainement acheté des livres, d'autres manuscrits. Il a acheté beaucoup de livres arabes, imprimés. Il n'a jamais parlé à Tunis d'un livre imprimé tunisien, égyptien ou indien ou ottoman. Jamais. Il n'en parle pas. On ne voit pas. Il ne parle pas de cela. Par contre, dans sa bibliothèque, on voit qu'il a acheté chez le libraire Franck, chez un certain nombre de libraires spécialistes des livrats. Il achète des livres puisqu'on a trouvé des reçus, des quittances ou des reçus de livres achetés. Donc, il constitue une livre. Avec Zohour, on est allé voir les livres pour voir si, par hasard, il les a lus. On a découvert que beaucoup d'entre eux n'ont pas été ouverts. Ils sont restés à l'état de livres tels qu'ils sont jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, moi, ce qui m'intéressait, c'était les livres de maths. Est-ce qu'à Paris, il a acheté les livres égyptiens de calcul, d'arithmétique, d'algèbre? Il en a 5 ou 6, mais il n'a pas ouvert. Quand on regarde, ils sont tels quels. Donc, il achète des livres pour éventuellement les vendre ou en tout cas les garder. Et donc, c'est comme ça qu'il a conçu. Alors, la bibliothèque, les 400 livres qu'il a ramenés, qu'il a mis en gage, ont été catalogués par la librairie Franck, qui a un beau catalogue, dans lequel il y a tous les titres, en français, tous les titres, et qui contiennent le prix.
Non, dans la copie que nous avons eue, pas la copie qui est actuellement la copie que nous avons eue, nous, et il y avait le titre et le prix. Alors, on a comparé les titres, les auteurs, et le prix. Non, ce qui nous intéressait, c'est de faire la concordance entre le titre et on a, dans notre livre, on a trouvé les concordances, au moins 200 ou 250 livres qui concordaient, qui étaient dans la liste de départ et dans la liste du catalogue. Il faut ajouter qu'il a refait un catalogue quand il a su qu'il allait vendre ses livres à la librairie Franck. Il a refait un catalogue, mais cette fois-ci à la manière française, si vous voulez, à la manière comme on fait en France. Donc, on a 2 catalogues dans les fonds Harari, un catalogue qui est visiblement à Tunis et daté sur Tunis, et un catalogue à peu près les mêmes livres qui a été fait en vue de la vente. D'accord. Merci beaucoup. Zohor, une question. Est-ce qu'on a le temps de prendre encore? Oui? Ok, très bien. Juste pour compléter, le code pénal a été trouvé, la traduction, c'est 1438, donc il est déjà catalogué. Ah oui? Voilà. Donc il est visible sur Calab. Et pour les bibliothèques, en fait, il y a eu une première vente en 1860 et une deuxième vente en 1885. Et en fait, il y a des manuscrits et il y a des imprimés. Donc là, nous avons déjà, avec M. Abdeljawed, fait la liste de tous les manuscrits avec leurs titres, et donc tout a été catalogué. Et pour les imprimés, je suis en train de faire une liste sur Koa pour envoyer à tous les livres imprimés de Souleymane El-Harari. Donc on pourra comparer avec les catalogues de vente, sachant que le catalogue de vente de 1860, on ne sait pas si tous les livres ou les manuscrits ont été vendus, ou il en restait quelques-uns qui ont été vendus en 1885. Voilà. Merci pour ces précisions. Et j'imagine qu'il avait une activité de libraire et de copiste qui faisait partie de ses... Enfin, c'était aussi un de ses gagne-pains à Paris. Oui, d'accord. Oui. On a trouvé, par exemple, à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, j'ai trouvé trois sessions de vente de livres en son nom, qui m'ont permis de trouver son adresse, d'ailleurs. Parce que l'acheteur dit Souleymane Harari, habitant à tel endroit. Et il vend 3 livres, 4 livres. Donc il y a eu des phases où il vendait des livres, où il avait été obligé de vendre des livres. D'accord, merci beaucoup. Je me suis demandé en vous écoutant si vous connaissiez, mais sans doute c'est le cas, le livre de Lucette Valenzy, Mardoché Nagiar, Histoire, Enquête sur un inconnu. Non je connais le titre, mais je ne l'avais pas eu physiquement. D'accord, parce que alors évidemment, c'est deux personnes très différentes, mais j'ai trouvé que votre démarche ressemblait beaucoup à celle de Lucette Valenzy. C'est un livre qui a été publié en 2008 sur un juif tunisien qui a vécu une partie de sa vie en Europe. On ne sait pas exactement de quand à quand d'ailleurs, et qui a été un intermédiaire pour beaucoup d'orientalistes. C'est plutôt dans le premier tiers du 19e siècle, mais dans la démarche et puis dans ce rôle de passeur, le Souleymane El-Harari m'y a fait beaucoup penser. Il y a beaucoup de destins et de personnages comme ça. Hein. On les collectionne un petit peu, Madi et moi. Hein. On en a ces fameux intermédiaires culturels, ces brokers, comme on dit en anglais, qui souvent ont des parcours de vie incroyables, avec des rebondissements étonnants, qui souvent se sont impliqués dans la traduction, mais pas toujours. Alors je ne sais pas si c'est le cas de celui-ci, mais il faudrait faire une encyclopédie de tous ces gens-là un jour, parce qu'ils sont très nombreux dès la fin du XVIe siècle. On en voit avec des Morisques, par exemple, quittant l'Espagne pour l'Afrique du Nord. On a les Drogmans de l'Empire ottoman qui sont d'origine étrangère. On a toutes sortes de personnages comme ça, des gens de l'entre-deux, hein, qui font le pont entre deux cultures et entre deux langues, et qui ont joué un rôle souvent secret, souterrain, parce que souvent
ils n'étaient pas soutenus par les pouvoirs, en fait. Le cas de l'Égypte, qui est, comme Adi a mentionné, est un cas vraiment exceptionnel, puisque là, la politique de modernisation, de traduction, etc., était directement encouragée par le pouvoir. Mais en fait, c'est plutôt rare, cette situation-là. La situation la plus fréquente, c'est plutôt celle des personnages un peu mystérieux, un peu oubliés. J'en connais aussi des exemples au Maroc, par exemple, qui secrètement ont travaillé la société musulmane et l'ont transformée ou pas transformée, ou ont apporté quelque chose. Voilà. Il y aura véritablement une encyclopédie de ces gens-là à faire. Donc je vais me pencher sur le livre que tu conseilles, Augustin. Mais du coup, ce sera le mot de la fin, je pense. Et merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup.